Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Nadir Amaoui. Bonjour à tous et bienvenue sur la matinale de Speed Radio. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle, c'est le matin, je le sens pour tout le monde, c'est le matin. Je rappelle qu'il y a toujours sur Speed Radio un iPhone 15 à gagner. Pour pouvoir le gagner, il faut répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien de coups reste-t-il à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Alors aujourd'hui c'est une émission très spéciale parce que il y a beaucoup d'invités autour de cette table et il y a deux marraines dans cette émission sur ces 2 heures d'aujourd'hui. On va d'abord commencer par nos invités. Tout d'abord il y a Géraldine Lonfat qui vient nous parler de son spectacle Au creux de mon silence qui se joue au Théâtre des 3S. Bonjour Géraldine. Bonjour. Merci d'être venue parce qu'en plus vous jouez à 22h22 le soir, donc c'est très tard. Heureusement je suis une lève tôt. Ah bon bah ça va alors, bon bah c'est moins dérangeant. Caroline Rochefort, bonjour. Bonjour. Qui vient nous parler du spectacle Femmes non rééducables qui se joue en ce moment au Théâtre du Balcon. J'ai oublié le nom du théâtre, pardon. Nous avons ensuite dans un côté très poétique et musical Roxane Le Texier. Coucou. Bonjour, Roxane, coucou. Qui va nous parler de son spectacle T'as fait danser ma planète qui se joue au Théâtre de la Scala Provence. Nous avons également Marjorie Franz et Chloé Berthier qui viennent nous parler, elles, de Merteuil qui se joue au Buffon Théâtre. Bonjour Chloé, bonjour Marjorie. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également Rebecca Rumilly qui vient nous parler d'un spectacle qui s'appelle Wonder Life qui se joue pas très loin d'ici au Théâtre des Étoiles. Bonjour, alors, à midi et demi. Merci. Alors, cette émission est un petit peu spéciale. Pourquoi ? Parce que toutes les invités qu'il y a autour de cette table et des marraines dont je vais parler dans quelques instants, vous avez quelque chose en commun, c'est que vous, donc en dehors d'être des femmes avec un F majuscule bien entendu, vous avez soit fait un spectacle autour de quelque chose qui vous est arrivé dans vos vies, soit vous avez mis en avant des femmes, que ce soit des femmes de la vraie vie ou de la littérature, comme par exemple dans Femmes non rééducables et de Merteuil. Et pour les 2 heures d'émission qu'on va faire exceptionnellement aujourd'hui sur Speed Radio, il y avait 2 personnes que je voulais avoir présentes parce qu'elles ont bouleversé je ne sais combien de centaines, voire de milliers de spectateurs sur scène avec leur spectacle. La première, elle vient cette année fêter les 10 ans de son spectacle. Au nom, ça pourrait faire rire, alors qu'en fait, c'est tout ce qu'il y a de plus émouvant. C'est Les Chatouilles. Et merci Andrea Bescon d'être là ce matin avec nous. Merci Nadir pour l'invitation. Je suis heureuse d'être avec toutes ces femmes belles, courageuses et talentueuses. Et quelqu'un d'autre que j'ai rencontré il y a quelques jours à Avignon, mais dont le spectacle a touché beaucoup de gens sur un thème qui est très très fort également, parce que toutes en fait ce sont sur des thèmes très très forts que vous avez écrit sur votre spectacle, que ce soit sur des manières très fortes avec aussi une pointe d'humour. Et c'est Noémie Caillot qui revient ici à Avignon, à la Scala Provence, comme toi Roxane, avec son spectacle Maline. Merci beaucoup d'être là aussi avec nous Noémie. Merci à toi Nadir, merci quel bonheur d'être là ce matin avec toutes ces femmes pleines d'amour et de courage. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec... on va commencer sur du littéraire. On va commencer par Merteuil, puisqu'on a les 2 comédiennes du spectacle, mais on a aussi l'autrice, puisque Marjorie, vous êtes l'autrice de ce spectacle Merteuil, donc que vous jouez avec Chloé, qui a été mis en scène par Salomé Villiers, qu'on embrasse d'ailleurs. La première question que je voulais vous poser, c'est comment vous est venue l'idée, l'envie de faire un peu ce que beaucoup de gens considèrent un peu comme la suite des Liaisons dangereuses. Oui, je me suis autorisée cette folie. La marquise de Merteuil, c'est un personnage emblématique. Je pense que tout le monde la connaît, la déteste ou l'adore. Elle ne laisse pas indifférent. Et ça m'intéressait d'imaginer comment elle vieillissait. Une fois que la Révolution française est passée par là,
On en rajoute 15 ans après la fin du livre, où on la quitte, elle part se cacher, elle quitte Paris. Et ça m'intéressait d'imaginer comment elle vieillit et qu'est-ce qui reste de cette femme avec un tempérament de feu une fois qu'elle n'a plus le titre, puisque la Révolution française est passée par là, qu'elle n'a plus l'argent, qu'elle n'a plus la même beauté, et donc qu'est-ce qui reste de son pouvoir. Et alors, je peux pas dévoiler, parce que moi le spectacle je l'ai vu à Paris à sa création. Est-ce qu'on peut dévoiler quel est le personnage qui on le dévoile, mais on le dévoile pas en fait. Voilà. C'est assez simple. On va dire que Madame de Merteuil est convoquée, on peut dire ça. Elle convoquée. reçoit un message intrigant qui lui parle de l'honneur de Valmont. Et ça l'intrigue. Tout ce qui concerne Valmont l'intrigue énormément, de toute façon. Et elle se rend à la suite de la réception de ce message dans un petit relais de campagne entre chiens et loups. Et elle va avoir une sacrée surprise. Et l'autre personnage est une victime collatérale, comme on dit dans le texte, de Merteuil. Et c'est une femme de l'époque qui a dû se battre pour gagner sa liberté dans un monde d'hommes et qui aujourd'hui demande à Merteuil des comptes et aimerait être éclaircie sur ce qui lui est arrivé, sur ce qu'elle a vécu et veut en débattre avec Merteuil. Ces deux personnages, justement, donc, qui se sont déjà rencontrés dans le passé, comme vous l'avez dit, Chloé, ça a été une victime collatérale des agissements de Valmont et de Merteuil. Est-ce que... comment dire ? J'ai plus les phrases. En fait, ça fait tellement plaisir d'avoir autant de... Mais c'est tôt pour vous aussi. Hein, c'est très tôt aussi, c'est très tôt aussi voilà. pour moi. Tout à fait. Donc tout va bien. Comment avez-vous travaillé les retrouvailles ensemble? Là, je parle avec Salomé Villiers. Les retrouvailles de ces deux personnages et comment avez-vous travaillé entre elles l'affrontement de l'une comme de l'autre? Parce que dans les liaisons dangereuses, il y a un peu un rapport dominant-dominé entre ces deux femmes. Et dans Merteuil, c'est l'inverse. La dominée est devenue dominante et la dominante dominée. Pas que. C'est un jeu de chat et de souris. Oui, tout à fait, oui. En fait, normalement, le public passe de « Ah oui, c'est elle qui a raison ». Ah mais non, mais c'est l'autre qui a raison. Ah non, mais c'est la première qui a raison. Et en fait, elles ont toutes les deux subi la même chose, le même patriarcat, la même oppression, et elles s'en ont pas fait la même chose. C'est les deux revers d'une même pièce, en fait. Et l'une est partie en guerre et l'autre est partie en paix, pour faire simple. Et elles ont beau s'affronter, elles se sont cruellement aimées aussi, très fort. Et même si elles sont très différentes niveau caractère, elles ont quand même quelques similitudes l'une avec l'autre, en dehors d'avoir aimé le même homme, bien entendu. Elles sont différentes sans elles... d'avoir... Pardon. Pour l'une, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'amour. Voilà, désirer, peut-être aujourd'hui. du désir. Oh, mais même pas. Même pas, bon, alors de l'admiration, peut-être. Non, alors de la haine, elle a subi. Alors, pardon. Il y en a une qui a subi quand même pas mal dans l'histoire. Je viens de dire une bêtise, donc voilà. Tu disais, pardon, André, excuse-moi. Nadir, on va te faire un cours sur la notion d'emprise. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Elles ont été sous l'emprise du même homme. La notion de consentement. Merci de me remettre. Merci Andrea Bescon d'être toujours là pour remettre les choses au clair. Elles ont été sous l'emprise du même homme. Voilà. Et là, ces deux femmes ont repris un petit peu de force. Féminisme, le gars, Oui, mais là, je peux être que admiratif. Donc, là-dessus, en fait, je me suis dit, je vais lancer l'émission, je vais vous laisser le micro entre vous. Je pense qu'on peut faire 2 heures, même comme ça. Donc, elles ont subi, l'emprise du même homme. Et là, est-ce qu'on les retrouve un petit peu, sans que je dise de bêtises encore une fois, elles s'en sont remises. Elles ont remonté. J'aime pas le terme remonter la pente, mais comment dire, elles ont repris de la force. Il y a un avant et un après Valmont. De toute façon, pour l'une comme pour l'autre, pas pour les mêmes raisons, pas de la même manière, mais c'est un pivot dans leur vie. Et elles font avec. Et il y en a une qui s'en remet. Mais en fait, c'est une bataille de se remettre de cet homme-là, de toute façon.
c'est un combat très compliqué et même si elles ont eu j'allais dire des litiges, je suis encore gentil dans les termes, elles vont quand même se trouver j'allais dire des atomes crochus, non, mais elles ont un lien. Elles lien et beaucoup de similitudes dans leur vie. Oui, voilà, il y a ce même homme dans leur vie qui les a touchées, on va dire ça comme ça, au sens très très large, et elles ont beaucoup de mal à se remettre de ça, mais ça n'est pas centré là-dessus. Ça fait partie, bien sûr, de la problématique de la pièce, mais c'est aussi comment s'émanciper, c'est aussi des hommes en général, c'est aussi comment traverser ce siècle des Lumières éminemment masculin, et comment la place de la femme, c'est dit dans le texte à un moment, était réduite à broder au coin de la cheminée. Et puis, c'est tout. Et si elle faisait autrement, eh bien, c'était des catins, c'était des femmes de petites vertus. De petites vertus, alors que pas du tout. Non, c'est ce que défend Merteuil. Alors, ça peut être dur et ça peut être un peu violent pour la petite. Non, la petite. C'est mignon. Mais c'est ce qu'elle lui dit, en tout cas. Oui. Elle lui dit, voilà, on a le droit d'aimer, on a le droit de beaucoup de choses, et autorisons-nous ce droit. On est les premières à se l'interdire. On a le droit de parler aussi, et cette petite, aujourd'hui, décide de parler, voilà, et de dire les choses. Et c'est pas forcément facile à faire. Justement, dans ce spectacle, et c'est un peu le cas pour toutes les invitées ici présentes, c'est que là, à mes yeux, lorsque j'ai vu le spectacle, c'est qu'en dehors, voilà, du côté de littérature de Merteuil par rapport aux liaisons dangereuses, c'est que ça met vraiment, c'est les femmes, je veux dire la femme de l'époque, plus en lumière qu'elle ne l'était dans les écrits de l'époque, que ce soit les écrits de la réalité ou des écrits de fiction. Et c'est ça qui est très fort dans ce spectacle, avec une mise en scène qui est tout ce qu'il y a de plus simple. On est face à deux femmes d'une époque où, oui, elles étaient un petit peu, mises, rabaissées. Il n'y a pas d'autre mot, je trouve. Rabaissées. Quand on regarde la Révolution française, on se rend compte qu'il n'y a pas de femmes. Très peu. Alors, il y a Louise Michel, il y a 2-3 Lavandière, mais en fait, il y a eu une avancée des droits de l'homme à cette époque-là. Mais fort peu pour les femmes, et on connaît Olympe de Gouges un peu vaguement, mais finalement il n'en reste pas grand-chose, et ça fait partie des choses aussi qui m'ont fait prendre conscience du fait que l'histoire s'était faite sans elles, ou tout au moins on n'en parle pas. Et elles sont tues. Leur combat a été toujours sous silence. Mais en fait, quand on réfléchit, l'histoire, de façon universelle, a été écrite par des hommes. Et donc, il y a beaucoup, dans l'histoire, il y a beaucoup moins de personnages féminins que de personnages masculins. Alors, on a Cléopâtre, enfin voilà, il y en a peu, hein. Comparativement à ces messieurs. Or, elles ont bossé, elles aussi, que je sache. Ah, mais il y en a même qui ont fait beaucoup plus que les hommes, et c'est vrai que malheureusement, dans les livres d'histoire, comme dans certains livres, le terme va être méchant, mais elles n'existent pas, alors qu'elles ont fait énormément. Pour la Révolution, on parlait d'Olympe de Gouges. À Paris, il y avait un spectacle qui avait remis seulement 5 femmes qui avaient fait beaucoup pour la Révolution française en lumière, qui s'appelait Courageuse. Il n'y avait pas que Olympe de Gouges, il y avait Charlotte Corday, il y en avait d'autres, mais c'était 5 sur des centaines. Et c'est regrettable, voilà, que là on parle de la Révolution française, mais même dans les siècles passés et après cette époque-là, les femmes qui ont eu des rôles très importants ont été, je vais pas dire laissées dans l'ombre, non, mais elles ont été très vite oubliées dans les livres d'histoire, comme encore maintenant, on n'en parle plus beaucoup. Et c'est pour ça qu'un spectacle comme Merteuil, et même vos spectacles à toutes, permettent de remettre à Avignon en lumière beaucoup d'histoires, que ce soit des histoires réelles, des histoires fictives, ou des histoires, des faits historiques, on va en parler dans quelques instants avec Femmes non rééducables, en lumière. Et dans la deuxième partie de l'émission, avec les autres invités, ce sera exactement pareil.
Merci beaucoup déjà Marjorie et Chloé pour ce spectacle. Bravo Marjorie pour l'écriture, parce que moi j'ai vu le spectacle et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on rappelle, Merteuil, ça se joue au théâtre Buffon, sauf les... Vous avez un jour de Mercredi. Sauf les mercredis. À 19h35. Merci beaucoup. On va continuer à réagir autour de tous les spectacles qu'il y a autour de cette table. Maintenant, je vais aller vers Caroline, qui vient nous parler d'un spectacle qui se joue au théâtre du Balcon, qui s'appelle Femmes non rééducables et qui, là aussi, une nouvelle fois, parle d'un fait historique, mais beaucoup plus récent que Merteuil. Oui, en fait, bonjour, et ça donne très envie de venir voir votre spectacle, merci. Alors, Femmes non rééducables, c'est sur les 6 dernières années d'enquête de la vie d'Anna Politkovskaya, la journaliste russe qui a été assassinée en 2006, le jour de l'anniversaire de Poutine. C'est un spectacle qui parle essentiellement de la liberté de la presse et donc de la démocratie, puisque la liberté de la presse est un des fondements de la démocratie. Et c'est un texte, moi, qui m'a bouleversée il y a des années, et je suis vraiment très très heureuse de pouvoir jouer ce texte cette année au festival. J'aurais jamais imaginé que le contexte de notre pays fasse un écho aussi terrible à ce texte. Mais voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et aujourd'hui un jour très particulier, et voilà. On n'oublie pas surtout allez voter. Voilà. Allez voter. Aujourd'hui, surtout allez voter. Voilà. Et comment es-tu venue sur ce projet de Femmes non rééducables ? Oui, en fait, c'est un texte que j'ai découvert. J'étais encore étudiante comédienne. Je l'ai découvert en 2007. Et j'avais adoré la 4e de couve, cette journaliste dont je venais d'apprendre la mort quelques temps plus tôt. Et j'étais beaucoup trop jeune pour incarner ce personnage et je l'avais laissé dans ma bibliothèque. Au moment de l'invasion de l'Ukraine, je m'en suis rappelée. Donc je l'ai lu dans mon salon en mode je relis une pièce de théâtre. Et en fait, je me suis dit, j'ai trop envie de dire ce texte. Donc, j'ai fait une lecture au Théâtre des Carmes, un peu en urgence, avec Michael Chirignan, il y a 2 Avignons de ça. Et suite à cette lecture, il y a une lecture à la mairie de Paris. Et suite à ça, le spectacle s'est monté un peu par nécessité. D'un coup, j'ai ressenti qu'il y avait... En tout cas, moi, j'ai ressenti une urgence. Et voilà comment ça s'est fait. On va citer aussi ta metteuse en scène, Tadrina Hawking, oui. qui est une excellente metteuse en scène. Comment vous avez travaillé toutes les deux, justement, la mise en scène, la mise en abîme de l'histoire de cette femme ? Ouais, en fait, Tadrina voulait, parce que le spectacle, il peut être très vite documentaire. Et nous, on voulait y mettre énormément de théâtralité. Donc, du coup, on a travaillé à ce que ça ne soit pas trop factuel, trop docu. Et ça, Tadrina a énormément réussi la mise en scène pour ça. Et du coup, on a vraiment... Il y a un passage où on a besoin d'avoir le contexte, parce que nous, la Russie et la guerre de Tchétchénie, c'est pas forcément un contexte qu'on connaît. Donc, on a 2 scènes un petit peu qui nous permettent de rentrer dedans. Et après, c'est vraiment des scènes d'interview, des scènes de duo, des scènes... Parce qu'on est 2 sur scène. Moi qui joue Anna Politkovskaya et Pierre Berceau qui va jouer les interviewés et les militaires. Et aussi, par exemple, un poste de télévision. Donc, tout ça, c'est extrêmement théâtral. Et c'est vraiment, voilà, je trouve qu'elle a été très ingénieuse dans la mise en scène, elle a vraiment réussi. Il y a un petit côté aussi immersif dans la mise en scène que vous avez fait toutes les deux, c'est-à-dire que le public se croit vraiment avec Anna Politkovskaya dans son histoire. Oui, parce que par exemple, on a une scène qui se passe au théâtre de Dubrovka lors de la prise d'otage, où après la Russie a lancé l'assaut 3 jours plus tard après la prise d'otage. Et là, vraiment, l'acteur est dans le public, prend à partie les gens comme si on était vraiment en immersion au théâtre Dubrovka. Oui, il y a des scènes comme ça où on est avec le public, tout à fait. Alors, j'ai pas posé la question à Merteuil, mais je vais vous la poser à vous 3 en même temps. Après cet Avignon, qui j'espère pour toutes, je touche du bois, sera couronné de succès, quel sera l'avenir de la pièce ? Est-ce qu'elle va venir ou revenir éventuellement à Paris ? Est-ce qu'il va y avoir des dates de tournée ? Comme ça, on peut, s'il y a des auditeurs un peu partout en France qui nous écoutent, au moins ils savent où ils peuvent venir découvrir votre spectacle. S'ils ne sont pas à Avignon, ce qui n'est pas normal déjà en soi, mais ils auraient dû être avec nous ici d'ailleurs, et pour qu'ils viennent le découvrir un peu partout en France, après Avignon bien sûr, en espérant que déjà ici à Avignon, comme je dis, ça se blinde bien pour vous. Oui, nous il y a des dates de tournée déjà qui sont en tout cas des dates qui sont sur la saison prochaine. Paris, on ne sait pas encore, mais il y aura sûrement un 2e festival d'Avignon. Enfin, je pense que ce spectacle il va exister au moins
2 ans, Oh, 3 ans. oui. Oh, J'espère. un peu plus même. En tout je cas, c'est pense. vraiment une femme au courage exceptionnel et ça fait partie de ces personnes qui sont alignées à 100% entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et moi, je trouve que du coup, c'est des personnages qui nous inspirent à nous et qui nous permettent d'être un petit peu plus courageux que des fois ce qu'on est dans la vie. On va marquer une courte pause publicitaire et on rappelle toujours, et bien sûr, vous pouvez tous y participer, le jeu concours Speed Radio, vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Vas-y, tu peux jouer Andrea, tu peux jouer. Vous pouvez jouer même autour de la table avec vos portables. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 janvier, 21 juillet à 20h pour y participer. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Nous sommes de retour en direct sur Speed Radio avec nos chers invités ES, je précise, parce qu'il n'y a que des femmes avec un F majuscule autour de cette table aujourd'hui et même autour de moi. On a lancé la coupure pub un petit peu trop vite tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il y a une chose qui était très importante dans le spectacle Femmes non rééducables et qui est malheureusement des choses qui arrivent beaucoup ces derniers temps. C'est ce qui est arrivé à Anna Polikovskaya, c'est qu'en fait, pourquoi cette femme a fait un peu la une des journaux, maintenant est mise en lumière également au théâtre, c'est parce qu'elle a été, on peut le dire clairement, elle a été assassinée. Là. Ah oui. Voilà. Et pourquoi a-t-elle été assassinée ? Parce qu'elle parlait, donc ça c'est vrai que ça fait un rapprochement avec le spectacle précédent où ton personnage, dont on ne sait pas le nom, où ton personnage dit à un moment donné, voilà, elle s'est autorisée à parler, à venir voir Merteuil et à lui dire sûrement certaines choses qui n'ont pas été dites à l'époque. Anna Polikovskaya, elle a parlé, elle a dit qu'est-ce qui se passait, quelle était cette guerre, et elle est allée, elle a du coup... pour le gouvernement en place, c'était donc de la propagande parce que pour eux, elle disait des mensonges alors qu'elle disait la vérité. Et donc, c'est une femme qui a été assassinée pour la vérité. Donc oui, quand les gens disent la vérité, sont souvent emprisonnés. Et quand c'est des femmes, elles sont, je pense, souvent assassinées. Donc voilà, je pense que c'est bien d'ouvrir sur cette bien sûr, parce que sur cette notion-là. Malheureusement, c'est quelque chose dont on entend beaucoup trop parler, j'allais dire ces dernières années, mais même ces derniers siècles, parce que voilà, lorsque les femmes prennent ou même des fois des hommes, mais là je vais même plus mettre les femmes en avant, prennent la parole sur des choses qui sont assez fortes, assez importantes, assez graves. Il y a deux possibilités, la plupart du temps malheureusement, c'est soit elles ne sont pas crues. On en a beaucoup parlé lorsqu'on avait reçu Andrea à Paris. Elles ne sont pas crues sur les accusations qu'elles portent, soit elles sont, comme c'est le cas d'Anna Polikovskaya, assassinées. Et traitée de folle, voilà. hystérique. Ce qui a été le cas pour les deux. Ce qui a été le cas, elle a eu les deux. Anna Polikovskaya, elle a été traitée de folle et elle a été assassinée. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même grave. Et je vous laisse dire ce que vous en pensez. Pour moi, il est quand même grave, il est quand même monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, terrible qu'on ne puisse pas croire ou écouter les paroles d'une femme lorsqu'elle vient soit porter plainte, soit dénoncer une dictature, dénoncer des faits qui s'avèrent pourtant réels. Voilà, pour cacher tout ça, pour masquer tout ça, on va l'assassiner, on va pas la prendre, on va la traiter de folle. Ce qu'il y a d'étonnant quand on y réfléchit, c'est que prendre la parole pour une femme est associé au courage. C'est pas associé au courage pour un homme. Tout d'un coup, il faut être courageuse pour prendre la parole, pour être entendue. On peut réfléchir à ça aussi, c'est terrible, quoi. Oui. Alors, c'est pas courageux de parler, c'est normal. Oui, moi c'est plus dans le fait de tenir et de s'accrocher face à tout ce qu'elles vont se prendre en pleine face, ce qui a été le cas pour Anna, ce qui a été le cas pour toutes les victimes de faits terribles. C'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de courage. Il y a beaucoup de courage pour n'importe quel être humain. Mais lorsque c'est une femme qui vit ce genre de choses, elle va être encore plus matraquée, frappée, je parle mentalement parlant, qu'un homme, ce qui est absolument dégueulasse. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que au niveau du courage chez les femmes,
c'est de s'accrocher et de tenir et de se battre pendant des années au prix de sa vie, même des fois, pour que la vérité puisse apparaître au grand jour. Moi, c'est même pas dans le fait de prendre la parole, c'est même plus de tenir, de s'accrocher dans le combat dans lequel elles, au pluriel, les femmes mènent dans certains cas. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir, peut-être. Ouais, bon, après, tu parlais des violences sexuelles tout à l'heure. Effectivement, c'est vrai que même si évidemment les esprits évoluent quand même positivement, on peut pas le nier, mais au niveau institutionnel, il est quand même assez rare qu'effectivement on nous croit d'emblée. Il faut beaucoup de preuves. Alors la charge de la preuve, évidemment, très compliquée. Hein. Voilà, un viol, ça se voit pas. Mais quand tu arrives au commissariat, on va jamais remettre en doute ta parole quand tu dis en fait, j'étais à la terrasse d'un café, on m'a piqué mon portable. Et le mec, il ressemblait à ça. On va donner une description, on va dire bien sûr, madame. Voilà, ou monsieur, hein, on va noter. Et quand tu arrives et que tu dis voilà, j'étais violée en fait par mon meilleur ami ou mon conjoint ou voilà, personne que je connais très bien, 95% des cas, on va dire attends, vous êtes sûr on est vraiment sûr de ça? Et donc c'est ça qui est ouf, c'est que bon, après ça s'appelle le patriarcat, c'est que évidemment avec toute cette domination masculine qui est encore là et qui est tellement imprégnée depuis des millénaires, qu'on va mettre du temps à le secouer, et qu'à chaque fois, de toute façon, qu'on secoue la société, on se prend un gros backlash derrière. Ce qui s'est passé là avec MeToo, donc là, on subit le backlash post-MeToo, où on voit nos droits reculer, et c'est compliqué. Donc, on parle, et souvent, on en paye les conséquences, mais c'est pas grave, on y va, et je suis d'accord avec toi, on a marre d'entendre parler de la notion de courage. Quand on parle, quoi. Enfin, il y a un moment, moi, ça m'a étouffé d'entendre les gens me dire mais quel courage. Mais j'en ai rien à foutre d'être courageux, en fait. C'est pas ça le propos, quoi. C'est oui, juste. S'il y a une véritable égalité et parité, on n'en parle pas, en fait. Ouais. C'est juste normal. En fait, j'ai même plus envie de prendre le micro. J'ai envie de vous écouter. Non, mais parce que c'est très intéressant et passionnant. Et en fait, des fois, il n'y a même pas besoin de questions. Je pense que même des échanges sur des thèmes aussi forts que vos spectacles, ça peut donner beaucoup de notions d'échanges, de discussions et de débats sur des thèmes qui malheureusement, avec ce qui se passe dans l'actualité, on pourrait même faire des débats de 4 heures là-dessus. Mais vraiment, voilà, j'apprécie beaucoup le moment que je passe avec vous et tout ce que vous dites, parce que c'est des choses qu'il faut vraiment remettre un petit peu dans les esprits de chacun. Voilà. C'est vrai que j'ai un peu de mal à continuer comme ça, parce que je suis très touché d'être avec vous ce matin, tout simplement. Dites-vous que j'ai eu encore 1 heure avec d'autres artistes qui ont des thèmes aussi forts dans leur spectacle là, après, donc faut que je m'accroche. On va aller un petit peu dans la poésie. Bon, là on était dans un moment très dur, mais il y a quand même un message très fort dans ces spectacles, parce qu'on va parler d'abord de toi, Roxane, et de ton spectacle qui a un nom très très doux, qui s'appelle T'as fait danser ma planète. Là, c'est quelque chose qui est dans un thème qui est assez différent. Je te laisse expliquer pourquoi. Merci Nadir. Oui, T'as fait danser ma planète, transition musicale d'un désamour. C'est un seul en scène musical que j'ai écrit et composé sur une grande histoire d'amour et aussi malheureusement de désamour. Comment on se remet d'une rupture amoureuse, comment on se reconstruit soi, comment on passe d'être la moitié de quelqu'un à être moi en entier. Pour faire écho à justement au sujet de l'emprise, moi j'ai été conditionnée à aimer d'une manière romantique, absolue, fusionnelle, à ne pas savoir exister avec mes propres contours, à devoir exister dans la valeur d'un homme, dans le désir d'un homme, et à piédestaliser la relation amoureuse en pensant que l'amour n'était que dans cette relation-là. Et donc j'ai grandi avec ça, et j'ai eu besoin d'en faire un spectacle quand je me suis séparée, pour raconter qu'en fait il y a tout un chemin de résilience aussi après la rupture, qui fait écho au deuil, en fait, qui fait écho à l'absence. Et du coup, d'assembler toutes mes chansons qui traînaient dans mes cahiers, dans des bribes de texte, tout ça, et d'en faire une forme hybride entre un concert mis en scène et vraiment une pièce de théâtre musical où je rejoue des situations. On suit vraiment les méandres de cette relation amoureuse et voilà, de ce chemin de résilience, quoi. On peut citer également ta metteuse en scène qui est sur ton spectacle depuis le début. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir
2, 3 fois, je ne sais plus combien de fois. Ouais, t'as Et vu beaucoup Noémie de Elbas formes. qui a fait Ouais. une mise en scène assez particulière parce que c'est autant dans la salle que sur toi que même sur les murs, on peut dire. Ouais, voilà, en fait, l'idée c'était de faire sur un plateau tout ce qui me ressemble, tout ce qui me constitue, de me dire, voilà, je m'offre un gros kiff en fait. Et du coup, je chante, je danse, je joue. Comme je suis un peu une geek aussi, j'adore faire des vidéos, tout ce qui est graphisme, art numérique, tout ça. Donc voilà, je voulais aussi représenter le réel et l'imaginaire, donc le réel au plateau, et puis l'imaginaire par pas mal de vidéoprojections qui font des échos en fait aux situations vécues sur l'amour et le désamour. Donc parfois c'est des bribes de textos qui apparaissent, parfois c'est les pensées comme ça qui divaguent pour apporter différentes grilles de lecture et sortir peut-être du côté un peu des fois explicatif qu'il y avait dans mon écriture, que j'ai du coup aussi remanié. Moi c'est ma première écriture, donc de raconter par l'image aussi c'était super important pour moi. Mais est-ce que justement une mise en scène comme celle-ci, sur un thème qui est assez universel, on peut le dire, et qui touche là autant les hommes que les femmes, est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire, enfin je ne vais pas dire que c'était fait pour, mais le public ne se reconnaît pas. En fait, est-ce que ça t'est arrivé que le public se reconnaisse beaucoup dans ce que tu racontes? Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que moi au début je me suis dit bon bah peut-être que cette pièce elle va parler aux nanas de ma génération et c'est bien, j'aurai un public cible assez précis, et en fait pas du tout quoi. J'ai eu autant des ados comme des mecs de 50-60 ans qui étaient hyper touchés. J'étais là waouh, alors ça vraiment je m'y attendais pas et c'était cool. Moi, je lève la main, je le dis aussi ouvertement, je l'ai dit, j'ai été touché par ton de spectacle. tout genre, de toute Par tout vos sexualité, spectacles. de tout profil, et ça c'est vraiment ouais. Bah, en tant qu'autrice, c'était assez chouette de voir ça. Et effectivement, je pense que la mise en scène, et Noémie a fait un super taf aussi à ce niveau-là, d'universaliser le propos. C'est toujours ce dosage d'intime et d'universel, quoi. Comment on est au plus proche de soi, on va toucher les autres au plus proche d'eux-mêmes, quoi. Est-ce que peut-être quelqu'un avait peut-être une question à poser parce que c'est vrai que je parle depuis tout à l'heure, j'interagis. Si quelqu'un a une question à poser, à vous poser entre vous, surtout n'hésitez pas, parce que j'ai trop la parole aussi. Des fois, il faut me dire, Nadir, tais-toi. Hein. Vous avez le droit de le faire pendant toute l'émission. Et donc ce spectacle, c'est son 2e festival d'Avignon. Ouais. Il est venu une fois à Paris. Ouais, c'est ça. Je l'ai joué au Coin de la Lune l'année dernière. J'ai fait quelques dates un peu exceptionnelles à Paris. Et puis là, je me retrouve à la Scala dans ce petit écrin sublime de 60 places, dans lequel je me sens super bien, dans cette nouvelle mouture aussi, parce que voilà, un moment, là je vais devoir un petit peu tuer l'autrice, je pense, parce que je sais pas combien de versions V.17.12.5 j'ai faites. Ah bah, là, je pense maintenant, que tu parles à il tout est le temps monde, de oui. fixer. Et là, voilà, ça y est, c'est fixé, c'est à la Scala et je suis très contente. Ben, on est très content pour toi. On va marquer la dernière pause musicale et après on va revenir sur Au creux de mon silence et sur Wonder Life. Et on n'oublie pas toujours le fameux jeu concours Speed Radio. Donc si quelqu'un veut gagner un iPhone 15, allez-y, c'est le moment de participer. Et pour y participer, il faut répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier les plus rapides, combien reste-t-il de coups à porter à la fin? Première réponse 3. Oui, Marjorie, pardon. Deuxième réponse 9, pardon. Envoyez Speed au 6 14 15. Je crois que c'est ça le numéro. Je l'ai même plus en tête pour vous dire. Le Il tirage n'est pas au sort gagné l'iPhone. aura lieu le 21 juillet à Je vous le 20h. dis, il n'est pas gagné. En fait, tu veux Non, le garder, c'est je veux ça le garder pour moi. En fait, c'est ça. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amari. Et nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette première partie de l'émission consacrée à des femmes avec un F majuscule. Je le dis, je le redis, et j'arrêterai pas de le redire pendant 2 heures. On va parler cette fois-ci avec Géraldine, qui vient nous parler d'un spectacle qui s'appelle Au creux de mon silence. Géraldine, de quoi parle ce spectacle? Parce que le titre est très beau, Au creux de mon silence. De quoi parle donc qu'est-ce qui se véhicule dans ce spectacle? Oui, alors avec Au creux de mon silence, bon déjà c'est un seul en scène de danse-théâtre. J'ai voulu aménager une très grande et belle place au cheminement du corps. Ce corps qui est un pur allié et hyper puissant en fait, qui nous permet la transcendance, qui nous permet de relier le réel au spirituel, qui nous permet le dépassement de soi aussi et qui nous permet
de nous confronter, de gérer, de surmonter 1001 situations qui se présentent à nous dans l'existence, dont la tragédie. Moi, dans ma vie, j'ai découvert il y a quelque temps la tragédie de manière personnelle, avec plein d'événements en cascade qui se sont ligués contre moi, on va dire. Et en fait, ça m'a fait me questionner sur cette notion-là qui fait partie intégrante de notre condition d'humain, mais voilà, qu'on ne considère pas forcément quand ça ne se présente pas aussi matériellement dans nos vies. Et c'est vrai, en fait, chacun a traversé, traverse et traversera à un moment donné dans son existence au moins une tragédie. Et moi, ce que je raconte dans mon spectacle, c'est comment j'ai fait pour me relever, comment j'ai fait pour sortir de mon état de choc, de mon état de torpeur, et puis aussi pour m'éloigner du sentiment très désagréable d'être la victime d'une situation qui m'échappe totalement. Parce que c'est vrai que dans la notion de tragédie, pour moi, il y a vraiment l'idée de l'innocent sacrifié au nom d'une cause. On prend des gens, on leur coupe la tête, quoi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis concentrée, j'ai travaillé et j'ai interrogé le corps. Bon, je suis danseuse et chorégraphe, donc c'était assez naturel de faire ça, mais je me suis accrochée à ça vraiment. Et il s'est révélé être une véritable caisse de résonance, capable d'accueillir la souffrance et d'en faire quelque chose de positif. Et maintenant, j'ai vraiment expérimenté ça et je le partage aussi avec des gens qui traversent la maladie, par exemple, cette conviction que si on lui fait confiance au corps, si on décroche un petit peu au niveau du mental et qu'on va plus dans l'animal qui est en soi, dans l'instinct, dans l'intuitif aussi, eh bien, le corps, il va nous ouvrir des portes, il va nous donner des clés, il va nous montrer des voies et il va nous mettre sur le chemin de, par exemple, pour moi, ça a été la réconciliation qui a déjà commencé avec la réconciliation avec soi-même. Sur le chemin de la consolation, on a souvent besoin d'être consolé aussi, sur le chemin de la transformation et de la métamorphose qui nous permet, parce que en fait, on a des ressources insoupçonnées, tous, et on doit se mettre en marche, en fait. Pour moi, travailler sur le corps, c'est être actif, c'est faire tous les jours au mieux, on va dire. C'est faire ce qu'on peut, au mieux qu'on peut le faire. Et en allant dans ce sens-là, on découvre qu'on a des ressources insoupçonnées, on découvre qu'on est capable de se relever. Et aussi, ce travail sur le corps, il nous permet de nous reconnecter à la tendre et belle tâche qu'on a à accomplir chacun sur cette terre. Parce que moi, je pense que vraiment, on a chacun comment expliquer ça, oui, quelque chose à faire, une mission à accomplir, voilà, mais qui est singulière à chacun, vraiment. Mais il faut qu'on la retrouve et qu'on se reconnecte avec ça, parce que c'est très important, ça donne le sens à la vie. Et voilà, en ce sens, j'ai le désir profond que ce spectacle, Au creux de mon silence, puisse être un miroir pour chacun. Je pense qu'il nous concerne chacun, même si je pars de mon brouhaha intérieur, de mon incompréhension du monde, du gros bruit qu'il y a à l'intérieur de moi que j'arrivais pas à laisser sortir et que j'ai dû, j'ai dû rentrer dans un processus qui a duré 1 année quand même pour créer ce spectacle. C'était vraiment un réel travail d'introspection et de recherche de matériaux chorégraphiques, de mots, il y a une musique originale aussi, il y a un texte original, il y a vraiment plein d'éléments qui sont reliés pour donner un langage. Et donc, j'ai le désir que ce soit un miroir parce que je pense que en partant de l'intérieur, comme toi tu le disais aussi par rapport à ton spectacle, avec une honnêteté, avec une sincérité, une authenticité, on peut transmettre quelque chose qui peut toucher chacun, qui peut être universel. J'espère que chacun peut se voir dans ce spectacle. En tout cas, c'est un grand cri d'amour qui nous rappelle justement que nous ne sommes pas reliés que par la tragédie, mais aussi par la joie et la pulsion de vie. C'est très important pour moi de revenir à
à cette chose qu'on reçoit à la naissance et qui, malgré tout, en fait, elle nous appartient que à nous. Alors moi, je dis que c'est une flamme qui vibre à l'intérieur de nous depuis l'éternité ou depuis, au creux de mon silence à l'intérieur de nous. Mais en fait, quand on ne sait plus, ou quand on croit qu'on est brisé, quand on a l'impression que notre âme, elle est complètement éclatée par terre et qu'on comprend plus rien, il y a cette petite flamme qui peut nous rappeler, si on se concentre un peu sur nous, qu'on fait une bulle, qu'on se met dans une bulle, qui peut nous rappeler que on est vivant et qu'on a cette joie première qui ne dépend pas des éléments extérieurs et qui nous permet de nous relever. En fait, c'est vraiment un spectacle sur la résilience et sur la capacité de se relever. Voilà. Je dis rien parce que je suis suspendu à tes lèvres. En fait, là, c'est autant. C'est une description de spectacle tellement remplie de tant d'ondes positives en fait, on a envie que d'écouter, on n'a plus envie de parler, on pourrait dire comme ça. On dit rien d'autre. Mais j'aimerais dire encore que justement, le corps ne ment pas. C'est pour ça que je donne cette importance. Je travaille maintenant beaucoup avec des personnes qui traversent le cancer ou qui sont en reconstruction, pas en reconstruction, en récupération après un cancer. On a vraiment besoin il y a énormément on se sent perdu parce qu'on s'est tellement occupé de la maladie, on a tellement eu de gens qui nous ont aidés autour de soi et quand on est guéri, on se sent perdu, on sait plus comment faire avec la vie et du coup, ce temps après la maladie, il est très important. Tu me dis quand je dois me taire. Non, mais je suis. Messieurs, j'ai dit quelque chose. Il y a pas de. Non, mais j'ai rien dit. Au contraire, j'écoute. Voilà. Mais tu peux continuer, Géraldine. Voilà. Ce temps après la maladie, il est très important. Et moi, ce que j'essaye de faire, ce qui me tient à cœur, c'est de faire danser ou de danser avec des personnes qui traversent justement la maladie ou qui sont en récupération et de leur offrir ce moment, qu'elles s'offrent à elles-mêmes, ce moment qui n'est qu'à elles, de reconnexion aussi avec elles. En général, c'est beaucoup des femmes que j'ai rencontrées, donc avec qui je travaille. Et je vous promets que chaque fois que je passe 1 heure avec une de ces femmes, même si quand elle arrive, elle dit « Tu sais, j'ai dû vraiment me forcer à venir parce que j'étais très fatiguée, j'avais pas envie et c'est trop dur pour moi. » Eh bien, après 1 heure, la personne, elle est ressourcée, elle est défatiguée, elle a une nouvelle énergie qui lui permet d'affronter le chaos, d'affronter le monde et puis peut-être qui lui donne envie d'amener un peu plus d'humanité, un peu plus d'harmonie en fait entre nous tous les êtres humains sur la Terre. Et voilà, ça part vraiment de mon histoire personnelle tout ça et c'est pour ça que j'ai envie de le partager beaucoup. Ah mais c'est un très beau partage et on conseille vraiment à tout le monde, à tous nos auditeurs de venir voir Au Creux de Mon Silence à 22h22 précisément au Théâtre des 3S, comme on conseille également de venir voir Merteuil à 19h35 au Buffon Théâtre, de venir voir Femmes non rééducables au Théâtre du Balcon, je ne me rappelais plus du nom du théâtre encore, à 18h, de venir voir Taper, Danser, Ma Planète à midi au Théâtre de la Scala-Provence. On va te livrer, Roxane, parce que tu vas pas tarder à aller jouer. Karine, tu vas rester... Rebecca, pourquoi j'appelle Karine? Rebecca, tu vas rester avec nous, parce que dans le thème de ton spectacle, c'est vraiment très très important. En fait, tout ce qu'elle vient de dire... Mais oui, ça m'a fait exactement penser à... J'ai même plus besoin de parler, en fait. Si, mais au contraire, tu vas parler. Et je tenais aussi à mettre un petit peu en avant, parce que certaines personnes de cette émission et de la deuxième font partie d'un collectif qui s'appelle Sœurs de Scène. On va rentrer dans les détails, Sœurs en Scène, pardon. On va rentrer dans les détails sur la deuxième partie de l'émission. Et on n'oublie pas le jeu concours Speed Radio. Pour pouvoir gagner un iPhone 15, il faut répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper à la fin? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Répondez Speed, envoyez Speed au 7 14 15. J'ai dit le bon chiffre, c'est génial. Et on a, vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour pouvoir y jouer. Alors Marjorie, et j'ai dit une bêtise, pardon, Marjorie et Chloé, non? J'ai dit, non, je pensais que j'avais dit quelque chose. Je pensais que j'avais dit quelque chose. Je crois pas. Non, j'ai dit le bon horaire pour mettre. Non, je sais pas. Tout bien. Le Buffon, 19h35. Pardon, oui. Donc, on marque une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes avec de nouvelles invités et nos 2 chères marraines toujours présentes. À tout de suite.
Speed Radio. 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et rebonjour à tous, nous sommes de retour sur Speed Radio aujourd'hui avec un thème très fort, puisque on peut appeler ce thème-là avec la première heure et cette deuxième heure Histoire de femmes au pluriel. On a reçu beaucoup d'invités avec des spectacles au message très fort. Et on continue de plus belle pour cette deuxième heure. Rebecca Rumilly est avec nous pour nous parler de son spectacle Wonder Life qui se joue au Théâtre Les Étoiles, juste à côté. Et nous ont rejoint 5 autres comédiennes de talent. Katia Ganti, bonjour, qui vient nous parler de son spectacle Les Frottements du Cœur qui se joue à la Scala Provence. Bonjour Katia. Bonjour. Mathilde Serre, je pense que c'est même la plus jeune invitée depuis le début de l'émission. C'est depuis que je démarre depuis que j'ai fait cette émission, qui vient nous parler d'un spectacle qui est à la Factory à 15h40, qui s'appelle Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz? Donc c'est un titre qui est très long, mais l'histoire est très forte. Fanny Cabon. Voilà, l'une des seules personnes qui arrive à me faire pleurer au théâtre, qui vient nous parler de 2 très beaux spectacles, Gardienne et Le Degré au-dessus de zéro, qu'elle joue les jours pairs et les jours impairs au théâtre du Palace. Marie-Claire Neveu, qui vient nous parler de son spectacle Hépatique Girl, qui se joue au théâtre de la Luna. Et Cécile Coves, qui vient pour la 2e ou 3e année, je ne sais plus, la 2e année, nous parler de son spectacle qui s'appelle La Trajectoire des Gamètes, qui est un très beau spectacle qui se joue à l'espace Saint-Martial. Donc bonjour à vous 6 et merci d'être venus dans cette émission. Nous avons toujours avec nous nos 2 chères marraines de ces émissions, Andrea Besco et Noémie Caillot, qui vont interagir quand elles le souhaiteront autour de ces spectacles. On va commencer par toi, Rebecca Rumilly, et de ton spectacle Wonder Life. Alors Wonder Life, tout à l'heure on avait eu Géraldine qui nous avait parlé de son spectacle Au creux de mon silence, et le message qu'elle véhiculait sur son spectacle m'a fait exactement penser à ce qu'on m'a dit sur le tien, Wonder Life, parce que il y a beaucoup d'humour dans ton spectacle, mais c'est sur quelque chose de très particulier que tu parles. Et là je vais vraiment me taire de A jusqu'à Z et je vais te laisser la parole, parce que c'est quand moi j'ai entendu ce qu'on m'a dit à propos de toi, je pouvais être que admiratif, comme j'ai été admiratif de vous toutes, hein. Rassurez-vous là-dessus, il n'y a pas de jugement de valeur, il y en a une que j'adore plus que les autres, voilà. Je dis des conneries, Rebecca. Toi. Je rebondis exactement sur ce qu'a dit Géraldine, sur la résilience, l'acceptation, mais sur ce qu'ont dit également toutes les autres invitées de ce matin. Parfois parler de choses qui sont difficiles, qui peuvent être tabous dans notre société, la place du handicap, la place du cancer, comment accepter son corps, comment danser avec son corps aussi, parce qu'il y a une petite partie de danse. Alors je ne suis pas danseuse ni chorégraphe, mais j'ai voulu, à travers mon spectacle et à travers la danse que je fais, retranscrire par mon corps ce que j'avais subi, ce que j'avais ressenti, parce que parfois les mots ne sont pas assez forts pour exprimer tout ce qu'on a. Moi, je suis née avec un handicap de naissance, où petite, je pouvais courir, faire énormément de choses, et au fil de la vie, j'ai été réduite dans mon corps, au point qu'aujourd'hui, je ne sens plus mes jambes. Je marche comme si j'étais sur des échasses. Tout pas c'est plus inné pour moi. Donc il faut que je réapprenne tous les jours, le matin quand je me lève, quand je pose un pied à terre. Et puis, comme la vie m'adore, elle m'a envoyé 2 petits cancers, un lymphome non-Hodgkinien et une leucémie aiguë myéloblastique. J'allais mourir et j'ai défié tous les pronostics des médecins. Parce que je suis un peu comme ça, moi. Je lui ai dit, il a cru quoi, le cancer? Moi, le cancer, je lui ai mis sa mère. Et j'ai eu envie de raconter toute mon histoire, pas du tout dans le pathos, au contraire. C'est vraiment une pulsion de vie, j'ai toujours eu cette pulsion de vie, et c'est ce que j'ai envie de transmettre aux spectateurs qui vont venir me voir, leur dire, c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est acquis. Au contraire, je pense que le mental, en tout cas chez moi, m'a permis de surmonter toutes ces épreuves avec beaucoup de force, avec beaucoup de résilience. Et la résilience est un mot qu'on a beaucoup dit ce matin, mais je pense qu'il est indispensable en fait quand on a des combats aussi difficiles. Et puis aujourd'hui, c'est grâce à un jeune homme de 24 ans,
à l'époque, un Allemand qui m'a sauvée, qui m'a donné une partie de lui-même. Donc je suis devenue sa copie immunitaire. J'ai changé de groupe sanguin. Et oui, c'est possible. Et j'ai réussi à parcourir en fait toutes les étapes de la vie. Et je suis même devenue l'égérie de la chimio. Oula. Waouh. Voilà. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est. Voilà, faut vivre, voilà. Oui, non, mais c'est très très fort. Et il y a autre chose que j'ai appris aussi te concernant, puisque quand on s'est rencontrés toi et moi, malgré voilà tout ce que tu as vécu et malgré ton handicap, il y a quelque chose que tu as fait avec une amie qu'on a en commun qui pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais putain, mais ça peut être que respect, encore une fois. Je te laisse dire ce que tu as fait. J'ai participé au Trekking Gazelle en novembre 2023. C'est marcher dans le désert, 20 km par jour, sans téléphone, sans rien, à l'aide d'une boussole où on va nous-mêmes tracer notre parcours. Mais comme pour le Festival d'Avignon, les gens autour de moi m'ont dit « mais tu n'es pas capable d'y arriver ». Et moi, plus on me dit que tu n'es pas capable d'y arriver, et plus je vais tout faire pour y arriver. Je ne suis pas quelqu'un qui va me laisser aller. Donc j'ai participé à ce trek, ça a été très dur. On m'a fabriqué des orthèses particulières pour faire ce trek. Et j'ai marché dans le désert pendant 4 jours d'affilée. Alors j'ai pas fait les 20 km par jour attendus, parce que entre mes entraînements et la réalité du terrain, c'est complètement autre chose. On a eu 20 degrés de plus, on a eu 45 degrés, mais j'ai réussi à finir. Et j'ai découvert là-bas une sororité exceptionnelle, une humanité incroyable, une solidarité comme j'ai rarement vu. Et c'est aussi ça dans les Sœurs de Seine, ce que j'aime, et avec toutes les femmes qu'on a ici, c'est se soutenir les unes les autres pour aller au bout de nous-mêmes. Parce que chaque fois, c'est un dépassement de soi-même. Moi, alors, je vais faire un peu le couillon. Je m'excuse, mais j'ai juste envie de t'applaudir pour tout ce que tu as fait. Voilà. Donc je le fais, mais parce que c'est vraiment très fort et tout ce que tu racontes. Moi, il y a que le mot respect qui tu sais, moi, ma devise, c'est de Rocky Balboa, l'œil du tigre. Ah, j'ai cru que c'était monter les marches et être suivi par des gosses. Pardon, autant pour moi. Tu en as parlé justement de ce collectif et je crois que plusieurs d'entre vous sont membres de ce collectif autour de la table. On va faire un peu comme à l'école. Levez la main les membres du collectif. D'accord. Il n'y a que Mathilde qui est la mauvaise élève. J'aimerais bien, invitez-moi. Non, je plaisante. Elle n'a pas appris sa leçon, Mathilde, c'est normal. Non, mais c'est un collectif. Laquelle d'entre vous, puisque vous en faites presque toute partie, laquelle d'entre vous veut dire un petit mot sur ce collectif d'ailleurs ? Fanny, je te laisse la parole, vas-y, je t'en prie. Ce collectif rejoint donc des femmes, des comédiennes qui sont en seule en scène. Et je trouve que c'est une idée formidable parce que moi, ça fait 6 ans que je fais mon seul en scène et on est seul. Alors on est seul pas qu'en scène, on est seul à tracter, on est seul quand on sort du spectacle, etc. Et de pouvoir avoir comme ça d'autres comédiennes avec qui on peut s'encourager, on peut tracter ensemble, on peut se donner des conseils, on peut s'entraider. Il y a une sororité qui s'installe et ça fait du bien, voilà. Et donc bravo à elle. Et voilà, c'est voilà. Sœurs en scène. Alors là, attendez, là parce que là il y a les 2 marraines qui sont là, qui disent mais on n'est pas au courant de cette chose-là. Non, mais nous on veut en être. Non, mais en fait c'est. Non mais tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que souvent on entend dans la société, puis par rapport au patriarcat et tout, que les femmes sont souvent les ennemies des femmes, et ça a des fois été le cas, mais de plus en plus on voit cette sororité, ce mot qu'on connaissait très très peu il y a encore 1 ou 2 ans quand même, qu'on essaye quand même de bien inclure dans le vocabulaire désormais, et dans le vocabulaire et dans les faits. Et cette volonté de se dire non, détrompez-vous, nous on s'entraide, on a envie justement de se pousser, de se donner de la force, de se donner de la puissance, de se conseiller, de grandir ensemble et de pouvoir vraiment prendre notre place légitime dans la société, quoi. Et ça, moi, ça me touche beaucoup. Je veux être danseur en scène. J'adorerais aussi. Vous pouvez, hein. Andrea, tu résumes tout très bien. Non mais je vois pas notre photo. On n'a pas tous notre spectacle dedans, on est beaucoup plus nombreuses que ça.
Non mais c'est génial, c'est formidable. Et puis c'est pas que pour le tractage en fait, c'est aussi comme tu disais une entraide où par exemple l'autre jour il y avait quelqu'un qui arrivait en camion, ce que je disais, elle allait aller tomber en panne et puis je sais pas, quelqu'un lui a donné le premier garagiste dispo, voilà. Après il y a quand on manque de logement par exemple, on s'entraide là-dessus, on s'entraide sur, il y en a une qui s'est fait, je racontais ça tout à l'heure. L'humain est très bizarre quand même des fois. Il y en a une qui s'est pété le pied une semaine avant d'arriver à Avignon. Elle est en fauteuil roulant et elle a mis son fauteuil roulant dans le théâtre, dans le hall du théâtre, et elle est ressortie, il n'y avait plus de fauteuil roulant. Voilà. Et oui. Ouais. Et donc là, c'était l'idée de s'entraider, de trouver. Donc c'est une cohésion sur nos spectacles, mais c'est aussi une entraide parce qu'on est toutes productrices. On disait aussi des mères de famille qui viennent d'accoucher, ou voilà, il y a. On essaye aussi de venir voir les unes et les autres. Quand il y en a une qui dit là j'ai des pros qui sont là, ma salle est pas pleine, voilà, on est là pour soutenir et pour aider. C'est vraiment extraordinaire. Il y a combien de spectacles à peu près en tout sur ce collectif, sur en scène ? On approche des 90, je crois. 90, c'est absolument extraordinaire. Remarquez, on aurait même pu recevoir les 90, mais je pense que là, Speed Radio aurait fait un malaise cardiaque. 90 invités, je pense qu'on n'aurait pas tenu l'émission. Mais mettons-le en avant vraiment, ce magnifique collectif, Sœurs en scène. Et elles vont vous adouber bientôt. Rassurez-vous. Rassurez-vous. On va continuer à parler de leur très très beau spectacle. Moi, je crois que on va peut-être dire au revoir maintenant à l'une de nos chères marraines, Andrea, qui part, voilà, qui part se préparer parce qu'elle va jouer également. Donc merci beaucoup d'être venue, Andrea. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'une des deux marraines de cette émission. Ça fait toujours plaisir de te revoir. Et on rappelle ton spectacle, Les Châteaux, qui vient ici à Avignon, au Théâtre du Chêne Noir, pour fêter ses 10 ans. À 14h, tu es de relâche demain les lundis, c'est ça ? Donc relâche les lundis, donc vraiment courez tous. Bon, je pense que la salle doit être blindée et debout parce que voilà, c'est un message qui est très fort que tu véhicules dans ton spectacle. Mais voilà, courez voir ce spectacle au Théâtre du Chêne Noir à 14h, sauf demain, vous verrez le théâtre fermé, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, découvrir un spectacle rempli d'humour, et d'énergie et surtout d'émotion. Voilà. Merci beaucoup vraiment d'être venu ce matin, Andrea, et de t'être levé tôt. Encore une fois, pour moi, ça fait 2 fois que j'ai fait lever très tôt. Andrea, pour venir. C'est pas que je me suis trop levé tôt, c'est que je me suis surtout couché tard. Force à vous, j'étais tellement heureuse de partager ce moment avec vous et on se revoit vite. Merci beaucoup, Andrea. Noémie, tu vas venir avec moi. Voilà, on va un peu continuer avec nos chers invités. On va parler un petit peu de toi, Katia, et de ton spectacle Les Frottements du Cœur, qui est un spectacle qui se joue, comme le spectacle de Noémie, à la Scala Provence. À quelle heure déjà ? J'ai oublié. À 17h35. 17h35. Tiens, tu veux un petit voilà. Et justement, encore une fois, merci. Et encore une fois, comme toutes les artistes que nous avons reçus à la première heure et qui sont là encore maintenant, tu racontes dans ton spectacle quelque chose qui t'est vraiment arrivé, mais je pense que tu auras des mots meilleurs que les miens pour pouvoir en parler. Oui, alors, en 2016, je me suis retrouvée transportée en réanimation à la suite d'une grippe. Et on m'a décelé une maladie auto-immune, enfin une défaillance immunitaire, un problème, une maladie inflammatoire en fait. Et j'ai passé 10 jours en réanimation. Mon cœur était très affaibli et l'équipe médicale a décidé de me placer sous circulation extracorporelle. Plus précisément une ECMO, c'est une machine qui permet d'assurer la circulation du sang quand le cœur ne peut plus fonctionner tout seul. Voilà, donc c'est très impressionnant parce qu'il y a tout le sang qui circule hors du corps et on voit vraiment via des tuyaux, des énormes canules, tout le sang qui circule en dehors du corps. Et il y a une pompe qui assure l'oxygénation du sang. Normalement, c'est une opération qui se fait sous anesthésie générale. On intube et on endort le patient. Moi, dans mon cas, il y avait un risque trop important d'arrêt cardiaque. Donc, ils ont décidé de m'opérer sous anesthésie locale, ce qui fait que je suis restée consciente pendant toute la durée de ce séjour en réa, ce qui était quelque chose d'assez inédit.
Mais ça m'a permis de me souvenir de tout avec une acuité assez folle, parce que en réa, j'ai eu une espèce d'attention au monde qui m'entourait, qui était décuplée, puisque c'était la seule chose que je pouvais contrôler. Mon corps était dans une espèce de toute façon, j'étais dans une perte de moi-même totale. J'étais devenue une espèce de corps machine où je contrôlais plus rien. La seule chose que je pouvais contrôler, c'était mon attention, ma pensée. Et donc j'ai regardé, j'ai observé les soignants autour de moi, les infirmières, le balai des aides-soignantes, aides-soignants, de toutes ces personnes qui œuvraient pour me sauver. Et j'ai tout retenu avec beaucoup de précision. Et j'ai d'abord écrit un livre qui s'appelle aussi Les frottements du cœur, qui est vraiment un témoignage assez brut, un journal de mon hospitalisation. Et puis quelques années plus tard, je me suis dit tiens, je vais faire un spectacle. Le spectacle, c'est l'adaptation de la partie réanimation du livre, puisque la réa, c'est vraiment le service le plus spectaculaire. C'est un service extrêmement violent, extrêmement brutal. Et voilà, Les frottements du cœur, le spectacle, ça raconte ça, ce séjour en réa et ce parcours de survie. Cette volonté de aussi s'accrocher aux petites choses qui permettent de préserver l'envie de vivre, la joie de vivre. Et ça parle aussi un peu de l'après, de l'injonction qu'on peut avoir après avoir vécu un traumatisme, l'injonction à aller bien tout de suite. On nous dit les épreuves nous rendent plus forts, plus dignes. Et parfois, ça peut être un peu culpabilisant. Le fait qu'on nous dise voilà, t'as gagné du rap de vie, donc maintenant il faut en faire quelque chose de fou tout de suite. Et j'avais envie de parler aussi du fait que quand on a vécu quelque chose comme ça, on peut aussi avoir un moment où on a le droit de dire que ça va pas. Bien sûr, bien sûr. Et qu'on est déprimé, qu'on est angoissé, et que c'est pas grave. Le parcours de résilience, c'est un long chemin, c'est pas un parcours qui est linéaire. C'est un peu un parcours de montagne russe, en fait. C'est normal d'avoir des moments où on retombe, puis on remonte, puis on retombe. Et voilà, j'avais envie de parler de tout ça avec légèreté et poésie aussi. Justement, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Le fait d'avoir des hauts et des bas. On va en parler dans quelques instants avec toutes nos invités, parce que vous avez toutes aussi un vécu comme celui-là en commun. On va marquer une courte pause musicale. Et avant, on rappelle bien sûr le fameux jeu concours Speed Radio où vous pouvez gagner un iPhone 15. On ne rit pas, Noémie, s'il te plaît. Je sais que tu sais que c'est compliqué pour moi. La question est très simple. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet pour jouer. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Nous sommes de retour en direct sur Speed Radio avec d'excellentes comédiennes, mais surtout de grandes femmes avec un F majuscule qui viennent parler soit de leur spectacle basé sur des faits, des choses qui sont arrivées sur leur propre vie, soit basées sur des faits réels. Avec Katia, justement, tout à l'heure, nous parlions qu'il est tout à fait possible d'avoir, dans certains moments, quand on vit des choses très dures, des hauts et des bas. Et ça me fait un petit peu penser à ton spectacle, Marie-Claire, sur ce... qui dans le type m'a fait un peu penser aussi à celui de Katia. On va rappeler ton spectacle Hepatic Girl qui est c'est la deuxième année, je crois, si ma mémoire est bonne, à Avignon. Et cette année, il est au théâtre de la Luna à 19h30. Je te laisse, tu en parleras 1000 fois, même 2000 fois mieux que moi. Je te laisse dire quel est le thème de ton spectacle et on va comprendre après en quoi ça rejoint un petit peu ce que disait Katia. Bonjour. Coucou Marie-Claire, oui, c'est bon. Alors, non mais j'enlève le casque, je l'avais sur les oreilles. Ah, d'accord, mais en même temps, il n'y a pas d'image, donc vous ne pouvez pas voir derrière. C'est vrai que la musique est très bien, donc oui, c'est vrai qu'on est happé par la musique. Oui, donc Hepatic Girl, une épopée auto-immune. Je raconte mon histoire. Je raconte un petit peu mon enquête du pourquoi on développe des maladies auto-immunes inflammatoires aujourd'hui et pourquoi aussi de plus en plus la prévalence de certaines de ces maladies augmente dans nos sociétés.
Donc à travers mon histoire, j'explore tous les facteurs de cause, je me questionne sur la génétique, je me questionne sur les traumatismes, je me questionne sur les infections bactériennes et je me questionne aussi et surtout sur l'impact de la dégradation de l'environnement et de la perte de la biodiversité qui contribue à fragiliser notre système immunitaire et donc fait que l'on développe de plus en plus ce type de maladie dans nos sociétés. Et donc tout ça, c'est un sujet pas hyper sexy sur le papier, mais voilà, j'ai essayé, comme ça a déjà été peut-être dit avant, d'en faire quelque chose de solaire, d'en faire quelque chose d'absolument pas pathos, pas complaisant. Je me suis surtout associée à la coécriture avec Tatiana Gousseff, qui l'a aussi mis en scène. Et enfin, pour moi, c'était très important de rentrer en coécriture et d'avoir un regard extérieur qui me permette de prendre beaucoup de recul aussi sur mon histoire. Et on a essayé d'en faire quelque chose de drôle. On a mis un peu de danse, il y a du slam. Et moi, je suis une artiste très, très engagée. J'ai beaucoup de mal à dissocier mon engagement et ma création artistique, donc c'est vraiment ce vers quoi tend le spectacle. C'est presque une initiative citoyenne en fait pour moi, de vraiment informer les gens et de les divertir et de les sensibiliser à travers l'histoire qui est la mienne. Et donc j'explore aussi en quoi en fait aujourd'hui être malade c'est un élément de discrimination dans nos sociétés. Par exemple, moi, je raconte comment j'ai essayé d'acheter un appartement et comment j'ai essayé de souscrire à une assurance de prêt immobilier. L'enfer administratif dans lequel c'est, et peut-être que certaines ici... je pense que beaucoup vont se reconnaître là, oui. Et ce qui est assez sidérant, c'est qu'aujourd'hui, si on prend une foule devant nous, on dit, levez la main si vous êtes concerné par des allergies, des cancers, des maladies auto-immunes ou inflammatoires autour de vous, tout le monde va lever la main. Et dire que ce n'est que parce qu'aujourd'hui on détecte plus qu'il y en a plus, c'est pas vrai. Il y a des maladies pour lesquelles il y a une vraie augmentation de la prévalence et de plus en plus on se penche sur la question du microbiote intestinal, on fait des greffes de microbiote aujourd'hui. Voilà, donc c'est un sujet plus que d'actualité et je veux vraiment qu'on entende mon message qui est de prendre soin de la terre, c'est prendre soin de notre corps en fait, c'est prendre soin de notre santé, c'est prendre soin de notre survie. Et l'écologie, c'est pas juste prendre son vélo et être un petit bobo avec un t-shirt en coton made in France, c'est très bien, bien sûr que c'est très bien, mais ça va bien au-delà. En fait, la biodiversité dehors, c'est la biodiversité dans notre corps et c'est une question de santé publique. Mais tout ça, évidemment, avec beaucoup d'humour. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans ton spectacle. D'ailleurs, c'est une question que je me posais à propos de toi, Tatiana, par rapport à ce que Marie-Claire vient de dire. Tu as coécrit aussi ton spectacle avec Éric Bu qui te met en scène. Ah non. Quoi? Je ne l'ai pas coécrit. Pardon. Enfin, l'adaptation, pardon. Mais tu m'as appelée Tatiana, c'est pour ça que j'étais... Ah oui, Katia, pardon. Alors, Tatiana, c'est ma méthode. Elle a coécrit. Mais qui es-tu, toi? Bonjour, mais qu'est-ce qu'on fait ici, d'ailleurs? Oh la vache, mais j'ai pas pris de café ce matin. Donc, Katia, pardon. Les frottements du cœur. Commencez pas, il est très tôt pour tout le monde. Ton spectacle Les frottements du cœur a été mis en scène, donc. Tout à fait, voilà. par Éric Bu. Voilà. Non, c'est bon, je suis sérieuse, j'arrête de rire. C'est dissipé dans cette émission, ça l'était moins sur la première quand même. C'est bon. Je suis reconcentrée. Voilà. Et non, mais ce que je voulais dire sur ton spectacle, Les frottements du cœur, quand tu as voulu l'adapter au théâtre, t'as demandé à Éric, parce que tu le connaissais, vous connaissiez déjà, vous aviez déjà, je crois, peut-être travaillé ensemble. Et est-ce que c'était pour faire vraiment avoir vraiment un œil extérieur à ton histoire que tu as été le chercher? En fait, Éric est venu à moi parce qu'il avait lu mon livre et il a vu que j'adaptais le livre au théâtre. Et comme il avait beaucoup aimé mon livre, il m'a dit, voilà, le jour où tu auras besoin d'un metteur en scène, je suis là. Et effectivement, je l'ai appelé parce que je trouvais ça très important d'avoir un regard extérieur sur cette histoire et qui me permette à moi de prendre aussi du recul, de la distance. Parce que le but, c'était pas de venir... lire ton livre. Oui, lire mon livre et de venir pleurer sur scène. Il fallait aussi que cette histoire puisse devenir ludique et que je puisse l'éloigner de moi-même, que ce soit pas seulement mon histoire, mais aussi une histoire qui puisse parler à tout le monde. Voilà. Donc c'était très important pour moi d'avoir un regard extérieur. Ouais. Et ça me permet... Comme quoi, ça cogite un petit peu là-dedans. Ça me permet de rebondir sur deux spectacles magnifiques que j'ai eu l'occasion de voir à je ne sais combien de reprises pour au moins l'un des deux,
qui sont interprétés par la même comédienne, donc qui est face à moi, qui est Fanny Cabon, qui, comme j'ai dit, est peut-être l'une des seules comédienne seule en scène qui me fait sortir de ses spectacles avec les larmes aux yeux, parce que clairement Gardienne, j'ai été le voir 2 fois, j'en suis ressorti les larmes aux yeux. Le Degré au-dessus de zéro l'année dernière, pareil. Non, mais c'est en fait et ça me fait penser, voilà, c'est des spectacles où on découvre des choses et on se prend une claque monumentale en pleine gueule, même si on est un homme, voilà, parce que c'est des choses qui peuvent autant parler, qui vont beaucoup parler aux femmes, mais qui peuvent très bien aussi parler aux hommes. Je suis peut-être pas le plus à même de dire de quoi ça parle. Je vais te laisser la parole, Fanny, parce que c'est deux thèmes très différents, mais qui vont parler, je pense, à beaucoup. Merci Nadir. Oui, alors Gardienne, ça fait 6 ans que je le joue. J'étais très émue d'être élue meilleure seule en scène à Avignon par Avignon à l'Unisson. Et c'est une pièce que j'ai écrite en l'hommage aux femmes de ma famille. C'est une pièce générationnelle. Moi, je suis d'une famille de bonnes femmes. Ma grand-mère, c'était une fratrie de 7, dont 6 filles. Et j'ai été bercée par leurs histoires, à toutes ces tantines. Et elle disait tout le temps, oh, faudrait qu'on écrive un livre. Mais bon, elle l'aurait jamais écrit. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, moi, je vais leur écrire. Et comme je suis comédienne, je vais écrire une pièce de théâtre. Et c'est sur l'intimité et la maternité des femmes. Donc, de 1920, mon arrière-grand-mère à aujourd'hui ma fille. Et pourquoi ce thème ? Parce que toutes ces tantines, en fait, avant la loi Veil, toute la vie des femmes était centrée sur leur ventre et sur le fait de tomber enceinte ou pas et de garder ou pas. Et j'ai une admiration sans borne pour ces femmes. Pour leur joie de vivre. Elles ont vécu des trucs super durs et elles rigolaient tout le temps comme des baleines. Et il y avait beaucoup tout le temps d'humour. Je donne un exemple, c'est pas dans mon spectacle, mais bon, j'ai une de mes tantines qui a été faiseuse d'ange et elle s'est faite avorter elle-même plusieurs fois. Elle a failli mourir un nombre de fois incalculable. Et une fois, les médecins, pour lui sauver la vie, l'ont trempé dans un bac de glace. Alors ça, c'est pour figer le sang. Je me suis renseignée, ça se fait toujours. C'est pour figer le sang et ralentir la fonction des organes vitaux. Et donc, quand elle racontait ça, elle me disait tout le temps avec ça, comment veux-tu que j'ai le feu au cul ? Bon, voilà, c'était mes tantines. Et donc, et puis maintenant, qu'est-ce qu'elles nous ont transmis ? Est-ce que on est tellement sortis d'affaires, c'est mis dans la Constitution, enfin c'est la liberté d'avorter qui est mis dans la Constitution, pas le droit. Donc s'il n'y a plus de médecins pour le faire et les déserts médicaux, on aura bien la liberté, mais on ne pourra pas le faire. Il y a quand même 3000 femmes chaque année en France qui sont obligées de partir à l'étranger pour se faire avorter, donc c'est pas gagné quand même. En tout cas, voilà, c'est un spectacle d'amour pour moi, pour rendre hommage aux femmes en général et surtout à ces femmes que j'ai connues. J'ai plein de petits fantômes dans mon spectacle. Voilà. Et le deuxième, là, c'est sur un thème qui est totalement différent de Gardienne, mais qui a un impact aussi très très fort, le Degré au-dessus de zéro. Je vais te laisser expliquer pourquoi ce titre, pourquoi le Degré au-dessus de zéro et de ce thème qui va parler à n'importe qui. Et je crois que la première fois que tu m'en as parlé, tu m'as posé une question. C'était... je me rappelle plus. La première fois que tu m'as parlé de ce projet, c'était à propos des agressions. À partir de quel acte on peut considérer que c'est une agression ? C'est la question que tu avais posée. Ouais. Et en fait, tu as posé cette question à plein de gens. Et dans ce spectacle, en fait, le Degré au-dessus de zéro, ce sont encore une fois des témoignages, mais ça, des témoignages que tu as reçus sur des femmes de tout âge. Il n'y a pas un créneau d'âge précis, qui ont été victimes d'agressions et que tu interprètes également sur scène. Moi, je l'avais vu l'année dernière. C'était je ne sais plus le nom de ce théâtre, c'était une chapelle. Et en plus, c'était parler de ça dans une chapelle, ça prenait vraiment une réelle ampleur.
Quelle a été la base en fait de la création de ce second spectacle Degré au-dessus de zéro? La base, en fait, c'est Gardienne. C'est Gardienne, mon premier spectacle, parce que j'ai adoré travailler sur le témoignage. Pour moi, un texte, c'est une partition musicale. Et on en a chacune une. On a nos tics de langage, on a tout ça. Et travailler sur l'essence même d'un discours et de comment une femme, comment on voit une personnalité dans la manière dont on parle et tout, j'avais adoré. Et donc, j'ai eu envie de rendre hommage à d'autres femmes. Et donc, pendant des mois, j'ai cherché effectivement des témoignages de femmes sur des violences qu'elles pouvaient avoir subies. Alors, enfants ou femmes. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment un spectacle sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Et pourquoi je lis les deux ? Parce qu'en France, il y a 1 enfant sur 5 qui subit des violences sexuelles. Il y a 4 millions de gamins qui sont victimes aussi d'être témoins des violences conjugales de leur mère. Et sur tous ces enfants, en fait, il n'y a que 20% de résilients. Ça veut dire qu'il n'y a que 20% de personnes qui pourront vivre à peu près normalement. Et les 80 autres %, c'est 40% qui vont être victimes adultes et 40% qui seront bourreaux. Donc il y a une vraie... c'est une épidémie, quoi. Et quand j'ai reçu toutes ces femmes, beaucoup avaient été victimes enfants avant d'avoir été victimes adultes. Et c'est la double peine. Et c'est important, il faut vraiment qu'on prenne en compte la souffrance et les enfants qui sont victimes, les aider psychologiquement tout petits pour que ça ne se reproduise pas plus tard. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et pourquoi le titre ? Parce que l'autre chose qui m'a marqué, c'est que j'ai entendu des femmes qui me racontaient des choses qu'elles avaient vécues. Alors on commence par la toute petite violence d'ailleurs, j'en parlerai après, mais il y a toujours un moment dans leur histoire où je finissais par me dire non mais là, comment elle a pu encore supporter ça ou quoi ? Et la deuxième question que je me suis posée, parce que je me suis pris ça comme une gifle, ça a été mais toi, il t'a fallu combien de choses qu'elle t'a dites qui étaient insupportables et qui n'étaient pas acceptables pour que tu te poses cette question. Et en fait, le degré au-dessus de zéro, c'est à partir de quand on considère que c'est pas acceptable. Et je me suis rendu compte que les hommes, et ils ont raison, mon Dieu, eux, leur niveau de tolérance, il est beaucoup plus bas. Et que nous, on dénigre toujours ce qu'on vit, en tout cas beaucoup, en tant que femme. C'est qu'une main au cul, c'est qu'une gifle, c'est qu'une insulte, les garçons, ils cherchent, c'est normal. Et non, en fait, c'est pas normal qu'on se fasse emmerder dans la rue. Non, c'est pas normal qu'on ne se fasse pas respecter. Et donc, mon spectacle interroge à partir de quand, en fait, on doit dire stop. Et c'est beaucoup, beaucoup plus tôt. Et tout le système d'emprise que des femmes vivent, c'est parce que une fois que tu as mis le doigt dans le oui, dans le j'accepte, c'est beaucoup plus dur après de dire non. Merci beaucoup pour ces mots, Fanny. On va revenir sur ça dans quelques instants. On va marquer une courte pause musicale parce que c'est vrai que là, tout ce que tu viens de raconter est assez dramatique. Il n'y a pas d'autres mots. C'est les premières choses qui me viennent. Le premier mot qui me vient à l'esprit. On va marquer une courte pause musicale, comme je vous ai dit, et on va rappeler encore une fois le jeu concours Speed Radio pour pouvoir gagner un iPhone 15. Répondez à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à porter ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. À tout de suite.